Question de rentrée avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Thibault. Alors, il ne vous aura pas échappé que les perspectives de conjoncture sont plutôt mauvaises. Alors, dans le même temps, Manuel Valls appelle à accélérer les réformes. Alors, comment faire pour sortir de ce trou d'air? Quelles sont les réformes les plus urgentes à mettre en place? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que ça soit un trou d'air. Si vous prenez une perspective sur quelques années, 0, c'est le chiffre de croissance qu'on a en France. On l'a depuis maintenant 6-7 ans. Si vous regardez le revenu par tête, même, il diminue. Et on est maintenant à moins de 1% de croissance pour la 3e année consécutive. Donc ce n'est pas seulement un trou d'air. Il faut donc s'habituer à cette croissance proche de 0 sur une longue période. Moi, je suis convaincu que l'État et les chefs d'entreprise devraient réfléchir sur une hypothèse de croissance zéro. Et s'il y a des choses qui viennent en plus, on prend, mais bâtir leurs hypothèses sur ce cadre-là. Et ça veut dire évidemment qu'il faut agir pour sortir de cette situation. Il faut agir par des mesures qu'on appelle des mesures structurelles. Le cap est maintenant clairement établi par François Hollande, par Manuel Valls. La vraie question maintenant, c'est une question d'économie politique. Comment est-ce qu'on va atteindre ce cap? Par quels moyens? Le débat était avant au sein du gouvernement, ce qui est une situation un peu curieuse. Il va se déplacer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en France a un pouvoir qui est limité, mais tout de même, il y a certains moments où elle peut s'exprimer et de manière vigoureuse. Qu'est-ce qui va être donné aux députés qui sont à l'aile gauche du PS pour faire passer des mesures qui relèvent plutôt de l'aile droite du PS, voire de partis qui sont plus à droite? C'est une question absolument essentielle et qui n'a pas été réfléchie. Ce qui me frappe, c'est qu'en France, on sait où aller, comment, on ne s'y intéresse pas. Et au moment de passer à l'acte, eh bien, ça pose des difficultés qui sont absolument majeures. Alors, en cette rentrée, il y a une autre question qui se pose au niveau européen. Il s'agit des questions, des pressions déflationnistes. Comment on en sort? Est-ce que la BCE, aujourd'hui, n'est pas arrivée aux limites de son action? Non, clairement, elle a encore de la marge. C'est clairement ce qu'a dit Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, à l'université d'été des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis. Donc il peut encore agir. Mais il ne va pas le faire tout de suite. Il y a 2 étapes qui sont tout à fait importantes auparavant. La première, c'est la revue de la qualité des actifs bancaires qui va venir à son terme d'ici la fin de l'année. Et donc ça, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Est-ce que les banques sont vraiment en bonne santé ou pas? Il va falloir faire un examen plus sérieux que ce qui a été fait auparavant pour avoir de la crédibilité. Et donc, il va falloir sans doute désigner des banques qui sont en situation fragile. Ça va être un moment un peu compliqué. Et puis, la deuxième étape, c'est l'effet des injections massives de liquidités à très long terme, les VLTRO, Very Long Term Refinancement Operations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les banques vont en profiter massivement et en profiter massivement aussi pour prêter, ce qui suppose qu'il y a une demande de crédit. Donc il y a ces 2 instruments-là qui doivent encore jouer dans les mois à venir. La BCE peut encore agir après et ça a été clairement indiqué par son président. La question, c'est de savoir est-ce que ça va être utile, est-ce que ça peut suffire? Et on voit bien que la politique monétaire, il y a un moment où elle ne sert plus à rien, en particulier en situation de déflation. Il faut qu'elle s'accompagne de politiques budgétaires également. Il faut qu'il y ait d'autres soutiens. Donc il peut y avoir un soutien qui vient de la demande mondiale. Et on voit bien qu'actuellement, chaque pays de la zone euro est soumis à une contrainte de compétitivité très forte. Les pays de la zone euro n'ont plus le droit d'avoir un déficit courant, à l'exception, pour l'instant, de la France. Et donc, le seul moyen par lequel l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Irlande peuvent retrouver de la croissance, c'est en gagnant des parts de marché à l'export et donc hors de la zone euro. Mais la demande mondiale n'est pas très forte, on va peut-être y venir. Et l'autre solution, effectivement, c'est d'avoir de l'imagination autour des outils budgétaires, de l'imagination à l'échelon de l'Union ou de la zone euro. Il y a encore beaucoup à faire. Jean-Claude Juncker est très partisan d'une relance de l'investissement public avec des montants qui pourraient se chiffrer en centaines de milliards d'euros. François Hollande est aussi très partisan de cette mesure. Matteo Renzi en Italie pourrait y venir assez facilement. Et l'une des questions majeures de la rentrée, ça va être effectivement, est-ce qu'on arrive à former un front commun pour avancer sur cette question? Il y a une autre question
européenne qui est aussi tout à fait importante, ça va être le fait que la France va devoir aller demander une nouvelle fois un aménagement. Pour ne pas respecter le pacte de stabilité. Voilà. Pour la troisième année de consécutive, la France va devoir aller expliquer à Bruxelles qu'on est désolé, le déficit il est supérieur à ce qu'on avait prévu, mais on va y venir plus tard, mais on va prendre des mesures structurelles entre-temps. Donc ça va être un peu compliqué et ça va interagir avec ce programme d'investissement. Donc c'est pour ça que je voulais absolument mentionner ce point. Je reviens rapidement sur le front que vous mentionnez, Juncker, Hollande, Renzi. La question est politique puisque en face, il y a l'Allemagne. Oui, tout à fait. Et si vous regardez ce qu'a fait l'Allemagne, et en particulier Angela Merkel depuis le début de la crise financière et aussi ensuite de la crise de la zone euro, Angela Merkel a toujours fini par prendre la bonne décision après avoir envisagé et exploré tous les autres schémas. Donc moi, j'ai tendance à être optimiste. La question, c'est de savoir à quel horizon. L'Allemagne finira par s'ouvrir à des formes d'imagination budgétaire, comme je le disais, mais après avoir envisagé tous les autres scénarios et après avoir résisté. Ensuite, effectivement, la question, c'est de savoir à quel délai, et ça, je ne sais pas répondre. Vous avez évoqué, Jean-Marc Vittori, un petit peu plus tôt, la demande mondiale. Elle ralentit. Il y a un vrai risque que cette reprise mondiale cale, avec aujourd'hui des zones majeures qui sont toutes dans des politiques plutôt d'offres, d'excédents. On voit que les États-Unis, eux aussi, commencent à réduire leur déficit. Est-ce que c'est là le risque principal de la rentrée qui pèse sur la conjoncture mondiale ? De la rentrée, je ne sais pas. Pour les années à venir, à coup sûr, la perspective a effectivement complètement changé. Avant 2007-2008, c'était les pays développés qui avaient une croissance de la demande qui était forte, les pays émergents aussi, mais les pays développés avaient un rythme soutenu. Ça a été cassé par la crise financière. Les pays émergents ont pris la relève et on a eu tendance à croire que c'était totalement indépendant des événements, mais en fait, ça a été assez largement dû, ou au moins en partie dû au financement très bon marché qui a été induit par la crise et qui a permis aux pays émergents d'accélérer de manière tout à fait sensible, en particulier à ceux qui étaient en déficit courant comme le Brésil, l'Inde, la Turquie, l'Indonésie. Ces pays-là c'est terminé maintenant. Ces pays-là ont accéléré. Le paysage a complètement changé effectivement l'an dernier et on voit bien que ces pays sont maintenant soumis à des contraintes eux aussi d'équilibre et d'excédent comme vous le mentionniez. Donc il y a une vraie question sur la pérennité de la demande mondiale dans les années à venir. Et puis toutes les tensions géopolitiques qui peuvent rebattre les cartes. Oui, alors on a toute la façade orientale de l'Europe qui est enflammée. Hein. Vous prenez l'Égypte, vous avez ensuite Israël, Palestine, vous avez ensuite Syrie, Irak, et puis vous allez un peu plus au nord, vous avez la Turquie qui pour l'instant tient, mais on voit bien qu'il y a des tensions et politiques et économiques qui sont très fortes. Et puis vous traversez la mer Noire, vous avez l'Ukraine. Hein. Donc on a toute la façade orientale de l'Europe qui est enflammée, mais il n'y a pas que ça. En Asie, on voit bien qu'il y a des crispations qui sont nationales. Alors pour des raisons géopolitiques que nous, qu'on a réglées en Europe au cours du dernier siècle avec 2 guerres absolument calamiteuses. On voit bien que ces tensions géopolitiques-là persistent en Asie avec des réflexes nationalistes qu'on voit en Japon, qu'on voit en Chine, des mécanismes aussi de crispation vis-à-vis des entreprises étrangères qui sont tout à fait manifestes en Chine. Donc, on a des risques là. Et au Brésil, on a une élection présidentielle qui est compliquée. Enfin, donc, on a un certain nombre de régions du monde où la situation est assez complexe. Eh bien, Jean-Marc Vittori, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal pour évoquer ces grandes questions de la rentrée. Je rappelle que vous êtes éditorialiste aux Échos. Merci. Merci à vous.